super en retard. Désolé, je voulais faire une intro propre, une intro léchée avec mon visage et tout, vous présenter la journée, mais là je suis hyper en retard. Il est 6h47. Alors oui, il va pas seulement falloir oublier ma belle intro, il va aussi falloir oublier toute forme de travail artistique sur cette vidéo parce que je vais pas seulement courir pour être à l'heure au départ, je vais aussi courir pour rester vivant dans toute cette aventure. Donc globalement ça va être du récit cette vidéo, mais vous inquiétez pas, j'ai toujours beaucoup de choses à vous dire derrière le mic. Donc si on est d'accord avec ça, eh ben on est parti pour la Classic Challenge numéro 7 de l'année 2023. Ma première depuis que je fais du vélo, et je vous cache pas que j'étais très excité à l'idée de me retrouver sur des vraies routes avec des cyclistes de toute la région. Là j'en ai rejoint quelques-uns, dont certains que je connaissais de vue puisqu'ils roulent à Vincennes. On n'a pas encore pris le départ, on est toujours dans une course-poursuite pour ne pas le manquer justement. Entre parenthèses sur le trottoir parce que ce jour-là c'était les préparatifs du défilé militaire, parenthèse fermée. Et ce départ, je vais vous en expliquer le fonctionnement dans la suite de cette vidéo. Je pense que ça va être intéressant pour la suite. Allez, c'est parti, après une rapide pause au point de rendez-vous, on est déjà parti cette fois pour un périple de 186 km entre la région parisienne et l'Oise, en passant par plusieurs forêts, la forêt de Montmorency, la forêt de la Carnelle. On va presque toucher Beauvais du bout des roues avant de repiquer vers le sud via le parc du Vexin français, toujours aussi magnifique. Tout ça pour arriver à Pontoise qui marquera la fin de notre périple. Entre temps, on aura pris presque 1900 mètres de dénivelé positif dans les jambes, donc un ratio de 10 mètres par kilomètre en moyenne, c'est vraiment pas mal pour Paris. Et en attendant l'arrivée des difficultés, là on est en pleine banlieue parisienne, donc pas de prise d'initiative particulière du groupe, inutile de rouler vite avec les feux, et puis là l'idée c'est pas de faire éclater tout le groupe pour arriver le premier, au contraire, les Classic Challenge ça rentre plutôt dans ce qu'on pourrait appeler les rides sociaux, donc voilà, une ambiance sympa, loin de la compétition, et c'est ça que j'en retiens. D'ailleurs, tout est fait pour que ce soit ça qui ressorte des aventures. Et la principale chose faite à ce sujet d'ailleurs, ça concerne les allures. Lorsque vous inscrivez une Classic Challenge, d'ailleurs ça se passe sur ce site, vous avez la possibilité en fait de choisir une allure cible sur laquelle vous souhaitez vous caler sur toute la sortie. Et ce qui est bien, c'est que c'est assez précis parce que ça va sur des paliers de 2 à 3 km/h de moyenne. Donc typiquement ça commence à 20-23, puis ensuite 23-25, 25-27, 27-30, 30-35, et le palier suprême de 35+, que là vraiment je conseillerais aux plus sportifs d'entre vous parce que c'est vraiment corsé. Et d'ailleurs, on y est dans ce 35+, qui par ailleurs est parti avec un petit peu de retard à cause des événements précédents, et qui se confond un petit peu avec les 30-35 dans les images que vous pouvez voir. Et alors pourquoi ça se confond actuellement, je veux dire en dehors de notre retard initial? Et bien grâce à une organisation plutôt bien pensée de cet événement, en effet les horaires de départ s'étalent sur un peu plus d'une heure, avec le départ de chaque palier que je vous ai mentionné précédemment, toutes les 15 minutes. Donc typiquement ça fait que le groupe le plus rapide va s'élancer à 7h, le suivant à 7h15, puis 7h30, etc. jusqu'au dernier palier qui s'élancera lui aux alentours de 8h15. Et donc cette organisation, elle permet, à la seule condition bien sûr que vous ne les élanciez pas en dernier, de toujours pouvoir rouler avec un groupe ou en duo si vous avez un incident de parcours ou que vous sentez que vous ne pouvez pas tenir le rythme. Et vous allez voir au cours de cette vidéo, je vais exploiter cette organisation, je vais surfer sur la vague des départs pour toujours me retrouver dans un groupe avec lequel rouler dans l'allure qui correspondait à ma forme du moment. Parce que oui, spoiler alerte, je ferai pas les 186 km avec les 35+, qui étaient vraiment très costauds. Allez, maintenant qu'on a parlé un petit peu organisation des départs, c'est quoi les ingrédients qui rendent les Classic Challenge si génial à faire? Moi je trouve que le premier ingrédient à ça, c'est tout simplement le parcours. Le parcours dans sa beauté, le parcours dans sa diversité, le parcours dans son dénivelé, et donc, de facto, le parcours dans sa difficulté. Oui, les Classic Challenge, c'est dur, 186 km pour celle-ci, l'une des plus longues de la saison par ailleurs. C'est clair que vous n'allez pas passer que des bons moments sur la selle, surtout si vous n'êtes pas habitué à ces distances. Moi-même, je le précise, je ne suis pas un grand habitué, un grand amateur de ces distances que je dois abattre peut-être 5 fois par an, pas plus. Mais au moins, ça se passe dans des décors qui sont vraiment pas soupçonnés, vraiment calmes, naturels, qu'on prêterait finalement assez peu à la région parisienne, alors que... D'ailleurs, ça me permet de vous dire que vous allez forcément découvrir des lieux nouveaux sur ces parcours, et c'est ça qui rend vraiment les Classic Challenge super.
Le deuxième ingrédient qui rend les classiques challenge si génial à faire, c'est que ça vous met quasiment dans les conditions d'une cyclosportive. Je m'explique. En général, sauf si vous êtes quelqu'un de plutôt chanceux, vous roulez plutôt seul. Là ici, vous roulez en groupe et sur route ouverte, et ça, c'est un élément de facilité parce que vous êtes motivé par l'entrain des autres et vous avez aussi l'idée de sociabiliser, mais ça peut être aussi un élément de difficulté parce qu'on subit, revers de la médaille, l'allure des autres. Donc à un certain moment, il faut savoir dire stop, comme ce qu'ont déjà fait certains à ce stade dans cette vidéo, parce que, je le rappelle, votre intérêt, c'est d'abord de finir, parce qu'il reste tant à découvrir. Pourquoi claquer au bord de la nationale, je vous pose la question. Donc je disais le mot cyclosportive. Oui, mais à un détail près, vous n'avez pas de ravito. Évidemment parce que ce sont des événements gratuits, tiens d'ailleurs ça aussi c'est un avantage, mais oui, pas de ravitaillement, donc vous devez prévoir vos gourdes, vos barres, vos gels, enfin tout ce dont vous avez besoin, et surtout vous en contenter. D'ailleurs, cet élément précis, entre parenthèses la nourriture, il va pas être étranger aux difficultés que je vais rencontrer par la suite. Alors je vais m'objecter moi-même en disant que oui, l'organisation est sympa et vous propose quelques boulangeries sur le parcours avec leurs kilomètres et des cimetières pour prélever de l'eau gratuitement. Le seul petit bémol, c'est que si vous roulez en groupe et que le groupe veut pas s'arrêter, ce sera le dilemme cornélien. Bon, mon conseil quand même basé là-dessus, c'est privilégier vos besoins nutritifs avant la vibe du moment, parce que sans énergie, on profite de rien. Ah, et un autre mot avant d'en venir à la route, si vous n'avez pas l'habitude de rouler en groupe, ou en dehors des circuits fermés comme le polygone ou Longchamp, pensez à communiquer les obstacles, c'est important pour ceux qui roulent derrière vous et ne voient pas forcément ce qui peut leur venir devant. Pointez du doigt par exemple les nids de poules, signalez les changements de direction avec le bras, ou faites un geste des coudes sans lâcher le cintre pour signaler les deux dames. Et répétez le message aux collègues de derrière. Tout ça c'est vachement utile, même si c'est marrant parce que sur les images que vous pouvez voir, je le fais pas forcément. Bref, suivez le bon exemple, suivez l'exemple de devant. Donc, comme prévu maintenant, parlons de la route, parlons du périple. Alors, sur les images que je vous commente là, on est à Ully-Saint-Georges, dans l'Oise, à peu près 78 km du point de départ, 15 de plus sur mon compteur puisque je suis parti de chez moi, et donc plus que 108 km à parcourir. Alors, c'est pas simple de vous décrire mon état physique sur le moment puisque je vous fais le compte rendu en novembre, donc plusieurs mois après tout ça, mais sans aucun doute là, à y voir les images, j'étais vraiment dans le dur. Donc, de toujours en tête au départ, là j'ai un petit peu reculé dans le peloton, j'essaye de me couvrir un peu, je passe un petit peu les mains en bas du cintre pour moins dépenser, et je sens que le corps il a faim. Manque de bol, une fois de plus, j'ai pas assez mangé, pire encore, j'ai pas assez à manger. Là c'est vraiment les vieux démons qui reviennent, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc invariablement, là il va falloir penser à m'arrêter. En attendant, je fais ce que je peux pour tenir le plus longtemps possible. Qui sait, on fera peut-être une pause. Bon, attention là c'est gestion parce que là c'est grosse montée là. C'est long là? Ouais, c'est long. Ah putain, ok. Combien de kilomètres? Je sais pas. 2 km. Oh purée de pommes de terre. Mais vous le savez comme moi, le tri il se fait toujours lorsque la route s'élève. En l'occurrence, ici ce sont quelques coups de cul à 8-10% sur à peu près 1 km, mais ça suffit. Et là, c'est là que les carences vont se montrer de plus en plus dures à surmonter parce que lui, le rythme, il faiblit pas. Et là, regardez comment je recule. C'est super marrant parce que pour un habitué du polygone que je suis et donc du plat, c'est la première fois que là je peux me comparer à d'autres cyclistes sur l'exercice. Et là, il n'y a tellement pas photo. Je suis lourd, d'accord, mais je suis aussi mal habitué. Tandis que lui, le coup de cul, il est plutôt long et il est plutôt raide. Donc là, ça fait très 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 mal. Ce qui fait que je vais vraiment commencer à faire l'élastique. Après avoir été presque lâché sur la montée, là il va falloir mettre une nouvelle cartouche pour revenir, là où les autres ils sont déjà en mode récup. Là c'est pas normal. Allez, encore un peu plus loin, même situation, gros coup de cul, du mal à monter et un arrêt inopiné pour suspicion de crevaison chez un camarade. Et du coup voilà, on se retrouve en lâché à deux. Donc là l'idée c'est de profiter de la descente pour rattraper un maximum de retard. Ce que je vais plutôt bien réussir à faire en n'arrêtant pas de pédaler et en me concentrant un petit peu sur les trajectoires. Et surtout en restant attentif et concentré sur les bandes rugueuses qui étaient tout de même assez dangereuses. Et ça va très très bien marcher. Tellement même que je vais choper le com Strava sur ce segment. Com que je cherchais pas du tout à voir. D'ailleurs je suis pas du tout un bourru des coms. Mais j'en étais pas peu fier. Bref, à deux, on va réussir à revenir sur le groupe de tête qui a dû un tout petit peu moins carburer que nous sur la descente. Mais bon, faire l'élastique comme ça, vous le savez bien, c'est pas un projet d'avenir, ça use, et avec la très dure fringale qui s'annonçait pour moi, le moral il commençait un petit peu à décliner. Et puis voilà, c'est la classique challenge, on n'est pas sur un ride entre amis, on peut pas arrêter le groupe comme ça et dire hey, j'ai faim, allons à la boulangerie.
Donc là je vais faire le choix, à regret, de lâcher le groupe, et je vais me retrouver seul sur quelques kilomètres. Alors, j'ai pas filmé ce moment-là, donc là on est uniquement sur du récit, mais je vais finir assez miraculeusement. Miraculeusement, bon, vous me direz si le terme il est approprié, après ce que je vais vous dire, mais bref, je vais finir par revenir sur le groupe grâce à une chute devant. Une descente un peu technique, un enrobé usé, de l'humidité au sol, et voilà, ça a fait un tout droit pour un cycliste qui a terminé dans le fossé. Heureusement, pas de grosses blessures, pas de grosses casses non plus. Moi qui arrivais juste derrière, peut-être à 2 minutes, j'ai été extrêmement surpris de voir qu'il y avait tout un attroupement de cyclistes sur le virage. On n'est pas passé loin du suraccident. Bref, au final ça va être une double délivrance pour moi, puisque les bidons commençaient à être vite chez tout le monde, et que j'étais pas le seul à avoir faim finalement. Donc tout ce petit groupe, on va finir comme d'un seul homme à la boulange, puis ça va repartir tranquillou après 10-15 minutes. Malheureusement pour moi, je pense que la pause, elle aura quand même été trop courte et prise trop tardivement. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de reconstruire un petit peu les forces que j'avais perdues pendant ces 120 premiers kilomètres. Malgré le repas, je vais finir par ne pas réussir à suivre. Après voilà, je sais pas, j'étais peut-être en méforme après plusieurs jours sans avoir roulé, je revenais du Portugal à ce moment-là. Mais bon, on va pas se retrouver d'excuses, hein. Du coup, sur une accélération de groupe, je décide de me relever. Et pour la seule fois de la vidéo, je vous laisse avec mes sentiments du moment. Et je suis en lâcher complet. Et donc du coup j'ai le temps de parler. Voilà. J'étais dans le groupe de tête pendant, allez, on va dire 110 km. Et puis j'ai décidé de lâcher la bride là parce que je sens que si je veux durer dans le temps, il va falloir que je m'épargne un petit peu de quelques watts. Du coup voilà. Et c'est tout. Voilà, je vous avais dit que ce serait principalement que du récit. Mais du coup, voilà, un peu plus tard, je vais me faire rattraper par un cycliste qui fait de l'ultra distance, si mes souvenirs sont bons. Un très bon cycliste qui, très honnêtement, là, dans cette situation, va me servir de poisson pilante pendant bien 10 km ou plus. Et là, vous voyez, on est typiquement dans une des forces de ce type de ride. Voilà, on n'est jamais seul. Et ça, c'est un véritable dopant moral. Comment ? T'as entendu quelque chose ? Ouais, j'ai entendu un... Mais je crois que c'est parce qu'il y avait une plaque par terre. Ouais, je pense aussi, hein. J'ai rien vu de tomber de ton vélo. Bon, moi j'ai un ennui mécanique, c'est que je peux plus passer le grand plateau là. Ah bon ? Ouais. Je viens de changer ma transmission là et en fait il y a encore des petits réglages à faire. Pour retendre le câble. Non ? Ouais, faut retendre le câble à mon avis, c'est ça. De toute façon je l'ai fait chez un vélociste, hein. Il m'a dit si jamais t'as des ennuis reviens. Mais ça je peux le faire moi-même je pense. Ouais, normalement t'as une molette pour ça. Ouais, c'est ça. Je sais même pas si c'est les butées, je pense que c'est juste la tension du câble. Non, si ça passait avant, c'est pas les butées. C'est pas les butées, c'est la tension. C'est le câble qui s'est desserré. Voilà, là on entre sur le deuxième ennui de catégorie bien chiant de cette aventure. J'ai perdu le grand plateau, et ça c'est un souci pour deux raisons. La première, elle est technique. Là je suis limité à 36 km/h sur le plat, je me rappelle très bien de cette valeur. Et j'ai plus la possibilité de vraiment pédaler en descente. La deuxième, elle tient à mes préférences cyclistes parce que je suis plutôt du genre à aimer pédaler en force, avec des rythmes aux alentours de 75-80 tours par minute pour me sentir vraiment à l'aise, quand d'autres ils vont être plutôt à 85-90 tours minute. Résultat, voilà, je suis moins à l'aise. Du coup, c'est le moment parfait pour parler de mon vélo et des transformations qu'il a subies cet été, parce que oui, je suis passé du Tiagra 10 vitesses au 105 mécanique 11 vitesses, juste avant cette sortie, qui était d'ailleurs la première que j'effectue avec cette transmission. Du coup, je vais vous faire un tour d'horizon de ce choix et de ce que j'en pense aujourd'hui. Du coup, pour mettre un peu de contexte dans tout ça, j'ai commencé le Tiagra il y a 3 ans, à l'époque où j'achetais mon tout premier vélo de route, donc celui-ci toujours, hein. C'est une transmission qui était plutôt fiable, hein, parfaite pour le cycliste que j'étais en 2020 quand j'ai acquis le Orbea, mais qui depuis que je roule quotidiennement, surtout en 2023, était une transmission qui montrait quelques limites. Le fait d'avoir que 10 vitesses, ça peut devenir un handicap quand le profil il est pas plat, et ça je l'ai notamment vu sur le Ventoux, à cause du manque de précision que ça génère. On a 10 vitesses, donc on en a moins que sur un 105 11 vitesses, du coup moins de possibilités de trouver le braquet qui te correspond. Et puis c'est une transmission qui est assez lourde, hein, mine de rien, et elle se distingue sur ce point assez nettement des transmissions 105, Ultegra et Dura-Ace. Même si le Dura, il est dans un autre monde, on est tout à fait ok avec ça.
Du coup, j'ai profité de l'arrivée du 105 DI2 11 vitesses pour obtenir en déstockage ce 105 11 vitesses mécanique neuf que plus personne ne voulait. Et cette manière d'avoir toujours 2 générations de retard technologique, c'est typique de mon fonctionnement, mais au moins ça me permet de faire des économies tout en progressant en gamme. Et bref, rien qu'en passant en 105, on voit tout de suite la différence, puis c'est plus le même vélo, c'est plus précis avec les 11 vitesses, c'est plus réactif dans les passages de vitesse, et aussi c'est plus léger. Donc un vrai gain en performance, et à un coût forcément plus modeste, plus maîtrisé, que si j'avais par exemple fait le choix d'acheter un vélo neuf après seulement 3 ans. Autre avancée très notable, j'ai désormais un capteur de puissance. Un capteur de puissance de type manivelle gauche 1. Donc pour rappel, il y a 3 grandes classes de capteurs de puissance. Vous avez les capteurs de puissance de type pédalier qui sont directement intégrés à votre pédalier, ceux au niveau des pédales, et enfin les plus abordables, à 300 € tout de même, qui sont intégrés à votre manivelle gauche. Et donc c'est pour ça, ce type de capteur là que j'ai opté. Là, la principale différence entre un capteur de type manivelle gauche et les 2 autres que je vous ai mentionnés, c'est que vos données de puissance, elles sont uniquement restituées par rapport à votre jambe gauche. La jambe droite, du coup, elle n'est pas mesurée. Ce qui fait que vous n'avez pas toutes les informations concernant les asymétries de puissance qu'il peut y avoir entre votre jambe gauche et votre jambe droite. Et notamment celle qui est plus sollicitée à l'effort. Bon, moi à mon niveau, j'en avais pas forcément grand chose à faire. Et avoir une approximation de ma puissance basée uniquement sur ma jambe gauche, j'étais tout à fait ok avec ça. Bref, je pense que je vous ferai un compte rendu de tout ça dans une vidéo à part, parce que je vois que là j'ai beaucoup de choses à vous en dire. Il faudrait pas que ça nous sorte de notre classique challenge, donc on va y revenir. Ça est à droite. Je pense que on reste sur la route va tourner à droite. Ok. Au cours de ce long moment de divagation, vous l'avez vu, j'ai perdu mon poisson pilote, mais pas que. J'ai aussi perdu pas mal de km/h de vitesse moyenne, mais là à ce niveau-là c'est pas grave, au moins j'étais pas solo. Et j'ai croisé d'autres cyclistes sur la route, on a échangé, et je suis reparti en duo. Duo qui va m'accompagner jusqu'à la fin du parcours, qui va être pour moi une purge, comme rarement j'en ai connu sur la selle. La chaleur a joué son rôle, indéniablement, mais je pense que le souci majeur, c'était surtout le manque de nourriture. Et ça me fait mal de le reconnaître, après tout le retour d'expérience que j'étais supposé avoir après l'épreuve du Ventoux. Mais voilà, je compose avec un souci majeur, c'est que mon estomac, j'ai l'impression qu'il est tout simplement noué quand je suis sur la selle, et que toute sensation de faim, si vous voulez, elle est comme coupée avant de ressentir la fringale. Et là, oui, là c'est open bar, mais c'est peut-être un peu trop tard. Sincèrement, dites-moi, franchement ça m'intéresse, dites-moi ce qui se passe pour vous, je serais vraiment curieux de savoir si vous forcez à manger, ou alors si vous avez l'appétit d'un cheval quand vous roulez. Si c'est la première option, pas d'excuse, va falloir que je travaille sur ce point, et même si c'est la deuxième en fait, par ailleurs, mais disons que ça mettra peut-être un petit peu plus de contexte dans tout ça. Bref, après 200 km, je crois bien qu'on arrive au bout de cette aventure, qui, soit dit en passant, aura représenté la plus longue distance que j'aurais jamais abattue d'une seule traite sur un vélo. Donc, je m'auto-félicite, mais par la même occasion, j'en profite pour vous féliciter vous d'être arrivé au terme de cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo Classic Challenge, elle vous aura plu, qu'elle aura su vous permettre de découvrir ces rides, et si c'est le cas et que vous êtes de Paris, écoutez, je vois pas de raison de vous en priver, il vous suffit de vous inscrire sur le site des Classic Challenge, de rester attentif à vos mails parce que les places partent vite, de ne pas louper les prochains rides, et puis après, c'est parti. D'autant plus que tout ça bien sûr, ça reste une expérience entièrement gratuite, et quand on connaît l'état de cherté de ce sport qu'est le vélo, je trouve que c'est une initiative super cool, dont on ne peut être que heureux. Ça renoue pour moi bien plus avec l'idée du vélo aventure que par exemple l'étape du Tour, qui se transforme parfois en séjour touristique pour cyclistes riches. Mais ça c'est un autre débat ici sur Vélo Vipat, on est good vibe, on est tous frères et sœurs, vous inquiétez pas. Bref, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et ridez safe. Ciao. Je suis mort.